Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de la nouvelle saison de Dimanche en politique. C'est avec un plaisir non dissimulé qu'on se retrouve à nouveau dans ce studio en direct le dimanche matin. Ça n'était pas arrivé depuis mars dernier. Et pour ce retour, c'est la situation économique et sociale qui nous préoccupe. Récession, chômage, l'épidémie a durement frappé l'économie française. Pour relancer la machine, le gouvernement met 100 milliards d'euros en 2 ans sur la table. Un plan de relance détaillé la semaine dernière par le Premier ministre. L'objectif affiché est de retrouver en 2022 le niveau d'activité d'avant la crise et de commencer à faire baisser le chômage alors qu'on annonce 800 000 suppressions d'emplois cette année. Mais ce plan de relance est-il vraiment à la hauteur ? On en débat ce matin avec nos invités, en respectant, vous le voyez, les distanciations sociales, évidemment. Avec nous ce matin en direct, Benjamin Dirks, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Saône-et-Loire, membre de La République En Marche et ancien chef d'entreprise. C'est important dans la discussion que nous allons avoir. Face à vous, un actuel chef d'entreprise, Geoffroy Sécula, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CPME en Côte d'Or. Également avec nous, Carole Couvert, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, ancienne présidente nationale du syndicat CFE-CGC. Philippe Texier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire régional de la CGT. Merci à tous d'être là en direct ce matin. Vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #DimpolBourgogne. Alors avant d'en venir à ce plan de relance et à votre point de vue sur ce plan de relance, j'ai envie de prendre le pouls de la situation des entreprises, c'est-à-dire des entreprises et des salariés dans notre région. Geoffroy Sécula, on nous annonce une crise sans précédent. J'ai envie de vous demander tout simplement comment ça va. Écoutez, ça va mieux qu'au mois d'avril et ça va beaucoup moins bien qu'au mois d'octobre de l'année dernière. La situation économique est encore difficile. Et pour parler de notre territoire plus particulièrement, je dirais que l'hôtellerie, commerce, restauration a globalement bien travaillé en juillet et en août. Mais on ressent déjà des baisses d'activité pour le mois de septembre puisque les touristes ne sont plus là. Je pense également aux entreprises qui n'ont pas le droit de travailler, les établissements de nuit notamment, l'événementiel, pour qui il faut venir beaucoup plus aider ces entreprises qui ne peuvent plus travailler. Et puis les travaux publics, moins 40% sur le département, le bâtiment, moins 15%. C'est là où le plan de relance va peut-être jouer ? On espère effectivement, et il est là effectivement pour soutenir l'investissement. C'est d'ailleurs l'orientation qu'on souhaitait, de soutenir l'investissement pour soutenir l'activité économique. Philippe Texier, même question du point de vue des salariés. On entend parler de plans de départ qui se succèdent les uns derrière les autres. On a beaucoup d'annonces ces dernières semaines. Est-ce que vous êtes inquiet ? Oui, parce qu'en fait, depuis la crise sanitaire, on a d'abord assisté à rupture de contrats courts, de fin CDD, d'emplois intérimaires qui ont donc été les premiers qui ont été frappés par la réduction de l'activité. Ensuite, heureusement qu'il y a eu l'activité partielle qui est venue amortir à la fois du coup, les salariés, même si nous, on revendiquait le maintien du salaire à 100%, et puis ça a permis aussi aux entreprises de conserver une manœuvre qualifiée. Et puis maintenant, en effet, on est sous le coup de restructuration et d'annonce de plans de sauvegarde de l'emploi, souvent dans des entreprises où ce n'est pas justifié. Je prends l'exemple dans Paris, de Jacob Delafont, près de Dole, où là, une entreprise qui a été rachetée par un groupe, c'est le dernier site qui fabrique de la céramique. Et donc, en fait, demain, on s'apprêterait à ne plus fabriquer de ce type de produit dans notre pays. Vous dites qu'il y a des gens qui s'en servent de prétexte de cette crise sanitaire. Écoutez, c'est des stratégies de groupe qui sont certainement entamées depuis des mois, mais quand on se rappelle le président Macron qui disait qu'après la crise, ça ne sera plus comme avant, on voit que pour l'instant, c'est comme avant. Et donc, les salariés sont inquiets, évidemment, sur la situation du pouvoir d'achat, et la grande menace, c'est évidemment la question de la peur de perdre son emploi. Donc, il faut à tout prix que les mesures qui doivent être prises, c'est les questions de l'emploi, de la réduction de la précarité et d'une relance qui participe à ces objectifs. On y viendra certainement tout à l'heure. Pour l'instant, ce plan de relance ne va pas dans cette direction. Carole Couvert, quel est votre regard du point de vue aussi du Conseil économique, social et environnemental ? Vous avez un regard un peu global. Vous êtes de la région, vous avez un regard national un peu global. Là aussi, beaucoup d'inquiétudes. Inquiétudes sur l'avenir et donc la pérennité des entreprises dans différents secteurs. Secteur du tourisme, secteur industriel, secteur de l'événementiel. On nous annonce potentiellement 200 000 emplois qui pourraient disparaître dans l'hôtellerie et la restauration, 30 000 dans l'hôtellerie. On voit GE qui annonce 750 suppressions de postes du fait du coronavirus. Or, cette entreprise a touché des subventions publiques. Donc, nous, ce qui nous intéresse... Ça pose des questions, ça. Oui, ça pose beaucoup de questions, justement, sur l'exemplarité, sur l'éthique, sur la déontologie. Ce qui nous intéresse au niveau du Conseil économique, social et environnemental, c'est non seulement la reprise d'activité. Donc, la reprise d'activité, c'est là, c'est dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Et après la relance,
pour construire sur du moyen et du long terme, avec peut-être un regret, et on y viendra ensuite dans la deuxième partie, c'est que ce plan de relance, il est tourné sur l'offre, et pour nous, il manque un pan sur la demande, soutenir la consommation, mais le gouvernement peut encore faire des annonces à ce niveau-là. Ce qui est intéressant dans la période que nous vivons aujourd'hui, c'est l'opportunité qui nous est donnée de repenser les modèles. Repenser la gouvernance des entreprises pour aller vers une gouvernance plus humaine, avec peut-être davantage de place pour les salariés dans les conseils d'administration. Revoir la manière de partager la valeur ajoutée ou la valeur créée, parce qu'on va parler de partager la difficulté dans les semaines qui viennent, mais il faut donner des perspectives aux salariés. Quand ça marche et quand ça réussit, il faut partager aussi, c'est ça? Exactement. Et puis surtout, il faut le mettre en perspective, parce que ce qui compte dans cette période qui est extrêmement anxiogène, c'est la manière dont on va recréer de la confiance. Il faut un électrochoc de confiance pour que les Français consomment de nouveau. Et là, le dialogue est fondamental. Le gouvernement doit de nouveau dialoguer avec les acteurs des différentes filières et les partenaires sociaux. Benjamin Dierks, une partie de la réponse à toutes ces interrogations et ces inquiétudes finalement des Français, c'est 100 milliards d'euros sur 2 ans. Oui, et une partie de la réponse, alors je vais quand même repartir depuis le mois de mars, puisque c'est votre première émission depuis le mois de mars, on est bien obligé de le faire. Au moment du confinement, on a quand même eu une réponse au monde économique qui était quasi immédiate, avec plus de 470 milliards d'euros quand même qui ont été déversés, tant pour les prêts garantis de l'État que pour le chômage partiel, ce qui a pu quand même garantir une continuité pour l'ensemble des Français. Mais en même temps que l'on faisait ça, on discutait, on prévoyait l'avenir. Et on a discuté effectivement déjà avec les partenaires sociaux, on a discuté avec l'ensemble des élus nationaux et les élus des territoires. On a finalement discuté avec l'ensemble des forces vives de notre pays. D'où ce projet de relance qui ne sort pas comme ça. Pourquoi 100 milliards d'euros ? 100 milliards d'euros parce qu'on a perdu 4 points de PIB durant ces 5 mois. Un point de PIB, c'est 25 milliards d'euros. 4 fois 25, c'est 100 milliards d'euros. Voilà pourquoi 100 milliards d'euros au départ. Donc on s'appuie sur quoi ? Puisqu'on veut aller de l'avant. Aujourd'hui, l'important, c'est quand même je vous entendais tous inquiets. Tous les Français sont inquiets, les salariés, les chefs d'entreprise, tout le monde peut être inquiet. Et l'État doit être là aujourd'hui pour pouvoir rassurer tout le monde, rassurer le système financier également, rassurer l'ensemble des Français. Il doit être là pour accompagner, il doit être là pour relancer, il est là pour prévoir. Donc c'est ce qu'on va faire au niveau, et on en parlera après, de la transition énergétique, de la compétitivité notamment des entreprises, et puis de la cohésion sociale avec un plan de relance de 30 milliards, en gros divisé en 3, avec en gros entre 30 et 35 milliards d'euros pour chacune des grandes parties que je viens de citer. On va y venir, évidemment, sortir de la crise, réindustrialiser le pays, créer des emplois, accélérer, vous le disiez, la transition écologique. Le plan de relance déploie beaucoup de mesures en faveur de nombreux secteurs. Je vous propose de faire le point tout de suite. Premier axe, la transition écologique, 30 milliards d'euros. Rien que pour les transports, 11 milliards pour le fret ferroviaire ou les pistes cyclables. Développement aussi de la rénovation thermique des bâtiments publics et privés et soutien à l'hydrogène vert avec 2 milliards pour créer une filière française. Deuxième volet, la compétitivité des entreprises, 35 milliards. Pour elles, baisse des impôts de production, concrètement c'est moins de taxes. Les emprunts seront facilités et la relocalisation encouragée. Enfin, la cohésion sociale, 35 milliards. Elle passe par un plan pour l'emploi des jeunes, aide aux patrons qui embauchent des apprentis, formation ou la poursuite de l'activité partielle. Mais d'où vient l'argent ? Promesse du Premier ministre. Les impôts des particuliers ne vont pas augmenter. Sur les 100 milliards, 40 viendront de l'Union européenne. Le reste, 60 milliards, sera emprunté par la France sur les marchés financiers ou financé notamment par la Caisse des dépôts. Résultat, l'endettement va passer de 100 à 120% de la richesse nationale. Un plan d'ampleur qui vise à créer 160 000 emplois l'an prochain et à retrouver en 2022 la croissance d'avant la crise. Voilà pour les objectifs et pour comment finalement ces 100 milliards vont être dispatchés dans les 2 ans qui viennent. Geoffroy Sécula, est-ce que c'est suffisant pour vous, chef d'entreprise ? Écoutez, on attendait effectivement ce plan de relance. La Confédération des petites et moyennes entreprises que je représente a d'ailleurs travaillé pour faire des propositions dans ce sens-là et bon nombre d'entre elles ont été reprises.
Nous, le volet qu'on attendait le plus, c'est le volet compétitivité des entreprises, puisqu'on est champion européen des charges en ce qui concerne nos entreprises. Et là, vous avez eu gain de cause, baisse des impôts de production notamment. Ça va dans le bon sens. Baisse des impôts de production, 20 milliards d'euros sur 2 ans, via la CVAE, la CET, la CFE. Alors ça, c'est les sigles qu'on ne maîtrise pas du tout. Hein. Tout à fait. Écoutez, nous, en tout cas, c'est notre quotidien. Et ça veut dire aussi que on intervient sur de la fiscalité locale qui concerne toutes les TPE et PME. Le risque était de bouger des impôts qui concernent que des grandes entreprises. Ça aurait été le cas de la C3S, par exemple. Et ces impôts qu'on vient diminuer concernent toutes les entreprises de France. Et ça, c'est important parce qu'on n'a pas oublié les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Toujours sur l'aspect compétitivité, le renforcement des fonds propres. Il va y en avoir besoin. Certaines entreprises n'ont pas retrouvé leur activité. Et donc, il va falloir soutenir les fonds propres des entreprises. C'est 3 milliards d'euros qui sont consacrés. À ce sujet, d'ailleurs, la CPME demande également à aller encore plus loin, un prêt consolidation, de manière à regrouper les échéances bancaires, de manière à regrouper les charges sociales, fiscales qui ont été décalées et de laisser le temps aux chefs d'entreprise de les rembourser. Il ne faut pas se leurrer, on parle d'aide pour, on va dire, soutenir les trésoreries, mais les entreprises vont devoir payer ces charges. Et pour les payer, le seul moyen de pouvoir les payer, c'est de retrouver une activité convenable. Et c'est le rôle, effectivement, de ce plan de relance. Je pense aussi à la digitalisation, qui est un axe fort pour la CPME, d'accompagner ces TPE et PME pour numériser nos entreprises. Et ça, c'est un élément de différenciation. Carole Couvert, ça ressemble par moments plus à un plan de sauvetage qu'à un plan de relance, là, non ? Non, il y a un peu des deux quand même. 100 milliards sur 70 mesures, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être rapide en termes de. Alors certains milliards sont comptabilisés, mais ils ont déjà été donnés. Hein. Ils ont déjà été consommés, tout à fait, tout à fait. Pour autant, l'Allemagne a mis 130 milliards sur la table et a annoncé son plan de relance au mois de juillet, et elle a fait un plan de relance qui est équilibré entre l'offre et la demande. Donc moi, je reviens sur cette demande dans les semaines qui viennent d'envoyer un vrai signal aux ménages pour que la consommation reparte, parce qu'une partie de la relance passera par la consommation de ces ménages. Et donc, nous avions proposé, au niveau du Conseil économique, social, environnemental, d'aller sur un pacte productif, social et écologique. Donc, finalement, on se retrouve dans certaines propositions du gouvernement. Il manque le social, c'est ça que vous allez nous dire ? Il manque du social. Et surtout, et Benjamin Dirk s'est revenu tout à l'heure dessus, il faut vraiment qu'il y ait un discours maintenant qui rassure, qui donne des perspectives pour que ce côté anxiogène soit mis de côté. Il va falloir que nous apprenions à vivre avec la pandémie. Si ce n'est pas celle-là, ce sera d'autres virus, mais en tout cas, il va falloir que nous apprenions à construire peut-être d'autres modèles, et c'est l'opportunité de cette crise. Philippe Texier, vous avez entendu Geoffroy Sécula plutôt satisfait des mesures et notamment de la baisse des impôts de production. On imagine que vous regrettez que le plan du gouvernement soit basé essentiellement là-dessus pour les entreprises ? Oui, parce que je pense qu'en fait, d'un plan de relance de l'économie, on a un plan de relance de la politique de Macron. En fait, on ne sent pas une volonté de modifier ce que la crise sanitaire a mis en lumière, c'est-à-dire la manière dont les entreprises ont organisé leur process de production, comment les groupes ont toutes ces années externalisé, délocalisé, y compris en menaçant l'indépendance d'un certain nombre d'industries. Je pense aux médicaments, je pense évidemment à tout ce qui va toucher à ce qui pourrait être rapproché des lieux de consommation. Et en fait, on a en fait 800 000 demandeurs d'emploi et on a un plan qui en propose 160 000, donc avec un montant de 200 milliards, donc ça fait 600 000 euros l'emploi. Je trouve que c'est bien payé. Donc on a réellement une stratégie qui manque de lisibilité sur la réduction de la précarité, sur les travailleurs pauvres, sur la situation de la consommation. Et en creux, en fait, on assiste à une nouvelle étape d'une réforme fiscale qui ne dit pas son nom. Parce que avec la suppression donc, de l'impôt sur la production, évidemment, on allège dans une logique des prélèvements fiscaux, prélèvements obligatoires, donc la partie de l'impôt venant de la richesse produite par les salariés des entreprises, mais ça a un impact. Ça a un impact sur la capacité des conseils régionaux, notamment, qui sont la principale collectivité qui bénéficie de cet impôt, à leur tour, pour pouvoir porter des projets de développement dans les territoires. Donc là, il y a une impasse, et je pense que ça va poser la question, en creux aussi, la question des aides publiques
qui sont accordés, qui viennent s'additionner à un certain nombre de dispositifs. Je pense au CICE, qui a été transformé en exonération de cotisation de 6 points dans la cotisation de la part employeur. Donc, on est sur un mauvais bilan, on est sur des mauvais choix qui ne vont pas répondre à la crise économique et la crise sanitaire, alors qu'il faudrait agir beaucoup plus sur la question de l'emploi et de la capacité à consommer des ménages. Alors, Benjamin Derks, il y a beaucoup de questions, mais déjà, le volet social, il y a au moins 2 interrogations là-dessus. Est-ce qu'il existe? Où il est? On le cherche. Et puis, finalement, cette peur du syndrome CICE sous le quinquennat de François Hollande, c'est-à-dire on fait des cadeaux aux entreprises et au final, il n'y a pas de retour, on attend toujours le million d'emplois du MEDEF. On va ajouter des questions. CICE sur lequel nous sommes revenus, allègement de charges directes, et les entreprises qui en bénéficient le plus sont bien celles qui emploient le plus aujourd'hui. Le bilan, je ne sais pas si le bilan est mauvais. Le bilan que nous avions avant la crise, c'est un taux de chômage qui est passé de 10 à 8% en France. Dans ma circonscription, il est passé à 6%. Il n'y a pas une entreprise que je ne rencontrais pas avant le confinement, d'ailleurs même toujours, qui ne cherchait pas à embaucher des personnes et qui ne trouvait pas. Ça, je pense que c'est notre bilan et je le trouve plutôt positif. Aujourd'hui, quand on parle de social, quelle est la première des problématiques? C'est bien l'emploi, j'y reviens. 160 000 emplois, c'est l'objectif. 800 000 suppressions d'emplois en 2020, c'est le risque. C'est un risque. Il y a un objectif et il y a un risque de l'autre côté. Aujourd'hui, toute notre politique, vous parliez de la délocalisation. On ne peut pas d'un côté être contre et dénoncer la délocalisation, et je la dénonce avec vous, celle qu'on a pu avoir, et notamment dans des industries stratégiques, comme celle des médicaments. Alors ça, la relocalisation, ça fait partie du plan. Oui, mais c'est pour ça, on dénonce la délocalisation qu'on pouvait avoir hier, et en même temps, on est contre le fait de baisser les impôts de production. Pourquoi les entreprises sont-elles parties de notre pays? C'est bien parce qu'on avait des charges qui étaient trop importantes. On diminue les impôts de production par 2 afin de pouvoir relocaliser et d'avoir de l'emploi. Aujourd'hui, quand on parle de social, le taux de pauvreté en France, il est de 14%. 14% des personnes. Mais au niveau des chômeurs, si on prend que les chômeurs, c'est 37%. Donc on voit bien qu'en s'attaquant et en allant sur le travail, et vous êtes d'accord avec moi forcément, c'est bien par le travail qu'on va en premier lieu régler ces choses-là. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas quand même bénéficié de contreparties très claires des entreprises? Je poserai aussi la question à Geoffroy Sécula. Bien sûr, il y a une différence entre conditionnalité et contrepartie. Pourquoi pas de conditionnalité au départ? C'est parce qu'on veut que l'argent soit dépensé très vite. Il faut que les choses aillent très vite justement pour soutenir notre économie. D'ailleurs, les mesures qu'on a, notamment pour les jeunes, les 4 000 € de prise en charge directement, on les prend aujourd'hui jusqu'à fin janvier 2021 parce qu'on veut aller très vite. On verra ce qu'on peut faire demain, mais il faut aller très vite. Ça, c'est pour ça qu'on ne veut pas de conditionnalité. Il n'y a pas de conditionnalité, mais des contreparties, le gouvernement dit la balle est dans le camp des partenaires sociaux, du Parlement. Du Parlement notamment. Bruno Le Maire l'a dit et redit. Nous l'a dit que lorsque l'on a travaillé, puisqu'on a bien travaillé ensemble ce plan de relance, et vous l'avez dit aussi au niveau des différentes organisations patronales et des salariés. Au niveau des contreparties, ce que disait Bruno Le Maire, c'est que les contreparties, donc à voir par le Parlement, mais pourraient très bien être des contreparties d'ordre écologique, des contreparties d'ordre financier aussi. Certains voudraient quelque part une augmentation directe des salaires, mais on voit bien que ce n'est pas forcément à ce moment-là qu'on peut le faire. Mais aller sur plus d'intéressement, pourquoi pas? Geoffroy Sécula, est-ce que vous êtes prêt à des contreparties? Parce que finalement, l'État fait des efforts pour soutenir vos entreprises. Est-ce que nécessairement, vous vous sentez redevable d'assurer la pérennité des emplois, d'augmenter les salaires ou autre, pour permettre la relance aussi? Moi, je pense que la contrepartie, c'est une fausse polémique. Tout simplement parce que ce plan de soutien, il soutient l'investissement et il va soutenir l'activité économique. Ce n'est pas des cadeaux qu'on fait aux entreprises. Les 100 milliards d'euros, ils ne sont pas injectés directement dans nos PME. Non, mais reconnaissez que ça va vous aider. Est-ce qu'à un moment donné, ça doit bénéficier aussi aux salariés, aussi aux ménages pour qu'ils consomment, etc. Mais ce sera de fait. Si le chef d'entreprise il se développe, il investit, il embauche, bien évidemment, ça va permettre tout ça. Et l'aide à l'embauche pour les jeunes de moins de 26 ans, les aides sur l'apprentissage, les contrats de professionnalisation, ça doit permettre aussi de ne pas sacrifier toute une génération. On parlait tout à l'heure effectivement de chômage. J'en parlais encore en début de semaine avec mon conseil d'administration de la CPME Côte d'Or. Aujourd'hui, on n'arrive pas à recruter dans nos entreprises. C'est tout ce qui est contradictoire. On est sur des taux de chômage importants, ils vont être encore plus importants et on n'arrive pas à recruter actuellement. Je pense que dans 6 mois, effectivement, ce sera plus facile, malheureusement. Mais le chef d'entreprise, quand il a de l'activité, il va bien sûr embaucher, investir et se développer. Et c'est tout le sens de ce plan de relance.
Alors, une des interrogations, c'est que vont faire les ménages. On disait il y a quelques instants rétablir la confiance. Philippe Texier, 40% des personnes interrogées par l'Institut ELAB envisagent de réduire leurs dépenses dans les prochains mois. Ça augure rien de bon. Là, il aurait fallu faire un geste, selon vous, sur les salaires notamment ? Oui, c'est le débat entre la question de mesures qui sont sur la demande et sur la question de l'offre. Ça a été dit déjà. Dans notre pays, ça fait des années que notre organisation syndicale, on réclame une hausse du SMIC, parce que le SMIC, ça a l'avantage donc d'être la base d'une rémunération pour un salarié lorsqu'il sort de la formation initiale et lorsqu'il est bassement qualifié. C'est pas pour ça que les autres salaires augmentent. Hein, mais, et du coup, ça entraîne une discussion dans les branches autour de la discussion autour des grilles de classification et de la reconnaissance de la qualification. Ça pose la question aussi de rehausser les minima sociaux et ça pose le débat, donc pas seulement... Parce que je crois que le débat, lorsqu'on discute d'augmentation des salaires, on voit seulement la question de « je vais pouvoir remplir mon caddie ». Mais le destin d'un salarié, c'est pas seulement remplir son caddie pour la consommation, c'est aussi envisager de s'éduquer, de se former, de pouvoir élever ses enfants et les emmener vers une formation plus longue si c'est possible, de pouvoir améliorer son habitat, enfin ses conditions de vie. Donc, c'est notre vie sociale, mais ça participe aussi de notre vie économique. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est bien la question. Et donc il y a pour l'instant un verrou de la part de ce gouvernement et du patronat sur la question du SMIC, alors que c'est au gouvernement de prendre la décision d'augmenter le taux horaire. Et on n'est pas parti pour, si j'ai bien compris. On n'est pas parti pour. Et donc, ce sujet, il est sur la table. Comme, je pense, il ne faut pas, comme ça, repousser d'un revers de main la question de la conditionnalité des aides. Ça fait des années dans ce pays qu'on débloque des aides publiques sans vérifier l'efficacité en matière d'emploi. Alors, évidemment, l'exemple le plus criant, c'est la question du CICE. Il y a le CIR, mais aussi, il faut ajouter les exonérations de cotisations, donc du coup, y compris qui maintenant ne sont plus compensées par l'État depuis la décision du gouvernement Macron. Vous dites qu'il faut évaluer ce plan de relance, il faut qu'il soit évalué par qui, comment ? Il faut d'abord des critères et des conditionnalités. Par exemple, s'assurer que dans ces entreprises-là, il y a bien des objectifs de réduction de la précarité, que ces jeunes qu'on va embaucher et qui vont permettre d'avoir une prime, il y a un plan pour qu'ils puissent aller vers un CDI. Il y a besoin aussi de regarder comment on va améliorer notre dispositif de formation et de sécurité donc, du parcours des salariés. Les salariés aujourd'hui se retrouvent en grande difficulté, confrontés à des restructurations ou confrontés à des modifications technologiques dans leur entreprise et donc sont amenés à se former. Donc là, il faut inventer de nouveaux droits pour pouvoir sécuriser le parcours des salariés. Il faut aussi des droits pour les représentants dans les entreprises qui ont été malmenés par la loi Macron qui a quand même bien mouliné les droits des salariés. Je veux parler de la mise en place du CSE qui est bien en deçà de ce qui a existé dans les comités d'entreprise. Représentation de salariés, évidemment. Carole Couvert, vous parliez au début de cette émission de confiance. Ce n'est pas le nœud du problème, finalement. On voit que les Français épargnent plutôt que de consommer parce qu'ils ont peur de l'avenir. On voit aussi que 19% des Français jugent que les annonces du Premier ministre n'auront pas d'effet positif, auront un effet positif sur leurs finances. Seulement 19%. Ça veut dire que tous les autres ne le croient pas. Est-ce que ce n'est pas le vrai problème, finalement ? Si, la confiance est la base de tout, que ce soit vis-à-vis des chefs d'entreprise, vis-à-vis des ménages, c'est le nerf de la guerre. Et on voit notre PIB a reculé de 13% au deuxième trimestre. Alors on peut dire c'est mieux que les États-Unis qui ont fait 33% de recul, c'est moins bien que l'Allemagne qui a fait 10%. Donc il faut que maintenant on arrive à la fois à donner des perspectives aux chefs d'entreprise parce que c'est ce dont ils ont besoin. Ça, on peut dire qu'une partie, on les a si on écoute Geoffroy Sécula. On a une partie au travers du plan de relance. Attention, il va falloir regarder les annonces en matière de fiscalité. On nous promet pas d'augmentation d'impôts, mais il faut que ce soit tenu dans la durée. Donc il faut de la stabilité, de la visibilité pour les chefs d'entreprise. Pour les salariés, il y a une vraie problématique de pouvoir d'achat. Certains salariés sont au chômage partiel depuis le mois de mars, ont perdu du salaire. Or, lorsqu'ils sont endettés, que ce soit pour leur maison, leur appartement, leur voiture, ils sont endettés sur leur salaire à taux plein, mais pas par rapport à un salaire à taux réduit. Donc on va avoir des problématiques de pouvoir d'achat. S'ils ont thésaurisé, ils ne vont pas libérer leur épargne tout de suite. C'est pour ça que moi je parlais. Et nous avons proposé avec Thibault Langsade et François Perret, parce que nous avions une mission sur l'intéressement et la participation pour le gouvernement, l'ancien gouvernement, nous avons proposé de débloquer l'épargne salariale de façon anticipée pour des achats fléchés. Achat de prestations pour rénover sa maison, son appartement, achat de véhicules hybrides ou électriques, gros électroménagers. Pourquoi ? L'idée, c'est au travers de cette possibilité de redonner confiance aux ménages et que progressivement, ils libèrent eux-mêmes
l'épargne qu'ils ont mis de côté. On a fait une deuxième proposition qui peut être intéressante Rapidement, il nous dans les reste 3 semaines qui minutes viennent. Oui, d'émission. c'est la monétisation des jours qui sont bloqués sur les comptes épargne-temps. On a cherché à chaque fois ce qui n'allait pas coûter aux chefs d'entreprise, ce qui n'allait pas coûter au gouvernement et qui pourtant allait ramener de la consommation. Et dernière chose, il y a ce que nous pouvons faire tous, c'est acheter des produits fabriqués en France, assemblés en France. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher et nous pouvons tous être acteurs de la relance. Benjamin Dirks, est-ce qu'il va y avoir désormais des mesures pour rétablir cette confiance des ménages, notamment pour améliorer, faciliter la consommation et la vie des salariés? Alors, je tiens quand même à redire que quand on va sur le chômage partiel, c'est quand même bien une aide aux ménages qui est là, et c'est bien une politique de quand même de la demande. Il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait avant aussi. Bien sûr. Sur le dernier projet de loi de finances, quand même, c'est plus de 10 milliards d'euros de baisse d'impôts pour plus la prime d'activité, de sommes fléchées en direction des classes moyennes. Donc vous dites que vous avez suffisamment fait. Je dis juste ça a été fait, et c'est moi qui ai porté pour le coup la baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes lors des grands débats, et c'est moi qui l'ai porté ensuite dans l'hémicycle. Je veux dire, ça a déjà existé. Ensuite, il y a tout ce qu'on a fait. Aller sur d'autres mesures, plus loin sur l'intéressement, moi je l'ai dit tout à l'heure, j'y suis tout à fait favorable. Pour moi, il faut partager. On peut partager plus la richesse, mais quand elle est produite, pas avant qu'elle soit produite. C'est pour ça que je ne suis pas pour une augmentation des salaires directs, mais plutôt pour de l'intéressement si les choses vont bien. En 10 secondes, vous êtes d'accord pour un contrôle de ce plan de relance qui soit évalué à rythme régulier? C'est bien le rôle de l'Assemblée nationale que de contrôler et d'évaluer, ce n'est pas que de légiférer. Merci. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, un point sur l'actualité régionale suivi de la partie nationale de Dimanche en politique. Francis Letellier reçoit Aurélien Pradier, secrétaire général des Républicains. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche.